Bonjour à tous et bienvenue dans Tales, votre émission hebdomadaire, mensuelle, de jeux de rôle. Je suis avec Antoine. Comment ça va, Antoine ? Hebdomadaire, you wish. Oui, bah écoute, un jour peut-être, quand on sera professionnel podcasteur, on pourra faire une... Oui, t'as tenté le lancement radio et puis t'as dit hebdomadaire, quoi, c'est tout, c'est pas grave. Écoute, un jour peut-être. C'est, quand on sera à l'EHPAD, Oui, ouais. on aura que ça à faire, ça, tu voilà. vois, genre un petit studio, tout ça. Voilà, entre deux médicaments, ça sera Bah oui, nickel. écoute, moi je pense, tiens Antoine, prends ton bêta bloquant. Non ah, ça sera... Non, Non. Genre, on va te poser tes Urgo K2 pour tes ulcères. Comment ça va, Antoine ? Eh ben écoute, ça va, un peu fatigué, mais l'attaque, on enregistre cet épisode assez tard, il faut le dire. En même temps, écoute, il faut bien se donner pour pouvoir sortir en temps et en heure ces épisodes. Eh oui, puis il faut bien travailler et gagner sa vie, donc C'est ça. voilà, hein, on n'est pas dispo tout le temps. Exactement. Mais voilà, on se donne et effectivement, pour la première fois, on enregistre en pleine nuit. Il doit être quelque chose comme 5h du matin, je pense, quelque chose comme ça. Il est 5h du matin. Il est même 5h à l'église du clocher. Ouais, voilà. Mais l'avantage, c'est que si on dit du mal de Johan, parce que sachez qu'il a remarqué qu'on disait pas assez de mal de lui sur les derniers épisodes. C'est vrai. Il s'est plaint que le spleen n'était plus assez présent dans sa vie. Donc on va lui remettre un peu de spleen très bientôt. Bon, après, on aura un épisode bientôt entier pour ne parler que de lui et de faire nos vannes directement en direct. Ah oui, je pense que ça sera un épisode centré sur Johan et même pas sur le jeu. C'est ça. Ça sera le jeu, ça sera le sous-titre, ce sera le titre du jeu, virgule, le jeu de Johan. Ouais, sous-titré, le somme de Johan peut-être, non ? Ou le sel de Johan. C'est quand même le seul jeu qu'on va chroniquer avec un chroniqueur qui a signé un NDA pour le jeu. Non, arrête. Voilà. Ça va être bon. Il te dira que c'est faux ou il démentira parce qu'il a aussi signé un NDA pour ça. Pour démentir le NDA, ouais. Très très fort ces commerciaux. Incroyable. Très fort. Bon, est-ce que on parlera pas trop de Johan du coup sur cet épisode-là parce que faut. Non, on peut juste te dire que sur ce jeu, c'est à partir de ce jeu-là que la traîtrise a débuté, quoi. Le coup de couteau originel, il est là. C'est vrai que oui, t'as raison. Il y a un côté un peu, c'est la première trahison, le premier sang. Voilà, le premier sang a été versé sur ce jeu. Et voilà, il faut le dire. C'est beau, c'est presque. En fait, là, c'est presque, comment dire, une autocritique, une autopsychanalyse de vous, en fait, de toi et Johan. C'est dommage qu'il soit pas là pour qu'on puisse en parler. Ouais. Autopsychanalyse, attention, hein, ça va partir sur les mamans et les enfants. Non, bientôt, écoute, voilà. ne mangeons pas de ce pain-là. Nous ne sommes pas dans la pseudo-science ici, tu sais bien. Bon, allez, ça, ce sera pour. Voilà. Alors, comment mal dépenser son argent, Jean ? Bah écoute, moi je pense que je l'ai plutôt bien dépensé ces derniers temps. Ouais, mais tu dis ça tout le temps, donc en même temps... Non, je l'ai bien dépensé parce que j'ai donné à Arcane, du coup... Aujourd'hui, tu pourras pas dire que c'est pas une bonne chose. Non, c'est bien dépenser son argent. Je veux dire, à ce niveau-là, c'est presque le soutien de la culture, tu vois. Il y a un côté un peu... C'est une bonne action. Oui, c'est vrai. Ah là là, quel philanthrope. Moi, je suis comme ça, tu sais, je donne et je sais pas... Tu vois, je ne veux pas recevoir, enfin, sauf le pledge, évidemment, que j'ai pris. Mais... Qui te presse, là ? Donc, bah, du coup, tu l'as dit juste avant qu'on commence cet épisode. En fait, c'est Arcane. J'ai pas encore de jeu de zombies. Du coup, j'ai pledgé pour... Oh là là, terrible. T'as pledge ? Oui, j'ai pledge ce matin. Merde. J'ai regardé, il y a une boîte perdu d'initiation. J'avais plutôt confiance dans les boîtes d'initiation faites par Free League et traduites par Arcane. Je veux dire, Alien, là, je sais pas ce que tu es en train de dire, mais je suis en train de faire pour la 4e fois le cycle d'Alien là avec des potes sur l'île. Ouais. Après, c'est sympa de faire le premier chapitre d'un cycle. Ce qui est très sympa, c'est de voir le deuxième. Maintenant, je le connais par cœur. Je sais pas si genre, tu connais. Je suis devenu. Maintenant, j'ai même plus besoin de le préparer pour le faire jouer. Tu vois, il y a un côté. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais moi, je trouve ça cool le premier chapitre d'un livre. J'aime bien lire le deuxième. Moi, tu sais, j'ai un côté nostalgique. Ouais, je sais. Ouais. Du coup, moi, j'ai pledgé The Walking Dead avec la boîte d'initiation plus le livre de base en me disant que je ferais jouer du zombie. Il y a un mode de stress comme Alien. Cool. C'est une valeur sûre. Le zombie, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui aiment pas ça. C'est un jeu de survie d'horreur avec des créatures différentes. J'ai des gens ici qui adorent le zombie, donc je vais trouver preneur. Et puis c'est Arcane, donc voilà. J'avoue, j'ai craqué. Ouais, c'est pas grave. On te jugera, mais on t'en voudra jamais. Mais c'est tout ce que j'ai pris là. J'ai rien d'autre. Oui, non mais regarde, tu as en face de toi un role model. Je n'ai rien pris. Ah bon ?
Et pourtant, j'ai des attentes. Cthulhu a sorti plein de trucs là, d'annoncer et tout. J'ai vu les enfants de la Ouais, peur. non, je sais, c'est dingue. J'ai trois bouquins de Ce qui est retard. dingue, c'est que tu te C'est plains, et les gens sont témoins, que Edge ne sort rien en termes de Cthulhu classique. Ouais, mais ça, c'est Edge, tu vois. Edge, c'est ça. Edge, c'est en mode, on sort rien pendant un an et on va vous sortir 4 bouquins à 60 balles en un mois. En Bonne fait, chance, maintenant, ciao. là, t'as plein de sources de Cthulhu. Je suis sûr que les serpents à 2 têtes sont toujours sous plastique. Alors, attends. Si tu le sais très bien, si tu l'as toujours pas ouvert depuis ce Noël, c'est qu'il est encore sous plastique. Non, il y en a un. Ah non, je crois que t'as raison. Je crois que je l'ai pas encore ouvert. Tu vois, c'est quand même terrible. C'est Farce Macabre que j'ai ouvert. Attends, tu l'as acheté en septembre 2023. Nous sommes actuellement quasiment en mars 2024. Ouais. Quasiment, nous sommes aux portes du mois de mars. Et tu l'as toujours pas ouvert. C'est vrai. Et tu oses te plaindre en disant Edge, il sortent rien. Alors qu'en fait, tu ouvres même pas les bouquins. Non, je réexplique. En fait, le truc, c'est que j'ai pas voulu commander. Je voulais aller acheter dans ma boutique. L'homme qui soutient les petits commerçants. Non, mais c'est vrai. En plus, ils les avaient tous. Et en fait, j'ai pas eu le temps d'y aller. Là, il s'est sorti. J'attendais surtout Les Enfants de la Peur qui est sorti la semaine dernière ou il y a 10 jours. Et là j'ai bossé non-stop donc j'ai pas eu le temps, mais la semaine prochaine je pense que je vais aller faire une petite razzia. Du coup ça va me coûter un bras parce qu'il y a 3 bouquins qui sont sortis. Je crois qu'il y a une campagne, il y a une autre campagne Pub Cthulhu, il y a les demeures de l'épouvante et il y a le nouveau ouais non mais là c'est terrible, là j'ai du retard de ouf. C'est compliqué les suites de gamme. Ouais là mais il faut que je le fasse, mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps et vu qu'en ce moment je joue à autre chose, je me suis pas plongé dans les derniers. En même temps, on prévoit des sessions de jeu pour jouer dans du Cthulhu, et puis il y a des couteaux dans le dos qui partent, quoi. Faut pas tout prendre comme un couteau dans le dos, des fois il faut savoir relativiser un petit peu. Non, c'est vrai, c'était un coup de bazooka en pleine tête, c'était pas un couteau dans le dos. Mon Dieu, c'est cette drama queen. Bon, est-ce qu'il y a des trucs que t'attends ? Il y a des trucs qui sont sortis que j'ai pas encore achetés. Il y en a un que je me garde pour, tu sais, ces moments de faiblesse où tu sors en ville et tu vas revenir avec quelque chose. C'est The Lost Realms, qui est un supplément de l'anneau unique V2, parce que voilà, je suis une fanzone de Tolkien et que... Attends, l'anneau unique V2, ça a eu vachement de succès, vu, là, ils ont gagné le Grog d'Or et tout, là, une dinguerie. C'est vachement bien, on n'y a jamais joué, mais c'est revu, c'est un peu banger, ça marche bien, c'est beau, c'est vraiment très très beau. Le bouquin est aussi quali et du même niveau que ce dont on va parler aujourd'hui. En termes de finition, d'originalité de DA et tout, c'est vraiment beaucoup plus beau que les premiers bouquins de la V1 que je sais beaucoup de gens adorent, mais que je trouve un peu old school. La V2 est vraiment, vraiment très très belle. Donc du coup, il y a ça qui est sorti que j'attends. Et puis sinon, c'est toujours les mêmes choses. J'attends évidemment Blade Runner, des choses comme ça, mais des choses déjà annoncées finalement. Rien de nouveau pour moi sous le soleil dans les attentes. Bon, moi, je vais le répéter, redire, mais ils ont annoncé que ça y est, c'était fait en 2024, allait sortir les miroirs des Terres médianes de Rêve de Dragon, et ça va partir, ça va être un stand-by. Je pense que je vais pledge avant qu'ils sortent sur Kickstarter. Je vais donner mon argent à Kickstarter, je vais dire vous leur donnez quand ils arrivent, hein. Voilà, c'est d'emblée. Non, ça va être cool. En plus, je suis en train de voir pour relancer un peu Rêve de Dragon là avec Jessie. On a une des joueuses qui pourrait être intéressée pour faire un petit groupe, genre 3 joueurs ou 3 joueuses pour jouer. En local sur Bordeaux. Ouais. Ah cool. En local, donc ça pourrait être sympa. Sauf que c'est un jeu qui mérite, c'est un jeu qui mérite qu'on y joue, mais qui demande de l'investissement. Après, on peut pas jouer à tout, tu sais. Non, c'est sûr. Mais là, je serais prêt à jouer à ça, tu sais, à prendre le temps. Mais ça demande d'avoir des joueurs qui sont prêts à avoir un investissement important, je veux dire à s'intéresser. Et ça, oui, c'est sûr que sans campagne, ça vaut pas trop le coup. Je veux dire, long cours, jeu au long cours. Oui, c'est ça. Il faut des joueurs qui soient en mode genre, je suis chaud de jouer. C'est quand même pas un jeu, tu sais, qui est accessible facilement, quoi. C'est clair que c'est un des jeux où je trouve qu'il y a le plus d'investissement de la part du joueur qu'on ait vu. Ouais. Vraiment, en termes d'investissement du joueur, j'ai jamais joué à D&D, je sais qu'il fait partie de ce genre de jeu, mais celui-là, je trouve qu'il demande de se plonger dedans et dans les règles, quoi. Ouais, mais ça c'est clair, d'autant d'un point de vue MJ que d'un point de vue PJ, et en plus, mais bon, c'est un jeu qui marque, quoi. Enfin, Jessie et tout, on a un super souvenir, c'est vraiment c'est assez particulier, quoi. C'est une ambiance que tu... Et de toute façon, on n'est pas là pour parler de ça, parce que là, on digresse et on parle pas du jeu pour lequel on est venu parler. C'est vrai, de quel jeu on parle aujourd'hui, Antoine, finalement ? C'est quoi ce
couteau dans le dos originel de Johan envers toi. C'est donc l'origine de tout ce sel. On y est, c'est maintenant. On en parle maintenant. Voilà, c'est Weizen ou Weizen, comme diraient certains. Mais moi, je vais dire Weizen parce que voilà, je suis pas suédois, donc je ne saurais pas comment ça se prononce. C'est quoi, c'est un jeu d'horreur dans les années 20 ? Non, alors, pas du tout. Et alors là, tu ne pourrais pas plus te tromper, sache-le. C'est un jeu d'horreur nordique qui se passe dans une période, dans un nord mythique qui n'a jamais vraiment existé et qui prend place dans les 1830, 1850. La date n'est jamais exprimée car elle n'est pas importante. On est 70 ans avant ton époque fétiche, quoi, à peu près. Je sors des sentiers battus, vraiment, je suis allé très 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 loin. Carrément. On peut dire que t'es hors de ta zone de confort. Ah, complètement. Vraiment, quand j'ai joué à ce jeu, je suis perdu. Est-ce que tu voudrais justement nous partager peut-être une petite histoire de quand tu as joué à ce jeu pour nous faire comprendre à quel point c'est dépaysant par rapport à un Cthulhu classique ? Alors, pour vous raconter une petite anecdote, on jouait avec mon groupe sur Bordeaux, on jouait à un scénario, on a fait un scénario, et il y a un moment où on monte, ils sont montés dans un grenier pour assister à une représentation de théâtre par automate mécanisé dans un endroit qui n'avait rien à voir avec un endroit qui pouvait faire penser qu'on faisait des représentations de ce genre. Et ils ont assisté à la scène naïvement. Et en assistant à la scène, la petite fille toute sympathique qui leur présentait la pièce s'est mise petit à petit à se transformer et à parler avec une voix lugubre, etc. Ils ont commencé à bien flipper. À ce moment-là, j'avais mis Inscription en BO derrière, donc si tu vois l'ambiance, on n'était pas sur quelque chose de rigolo. Tu veux dire l'ambiance de la meilleure BO du monde ? Oui. À la fin, à la toute fin, il y a les joueurs qui étaient là un peu en mode genre tendu, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Et là, il y a le Weizen qui est sorti de l'obscurité et qui a foncé dessus. Et c'était assez drôle parce qu'ils ont tous... Enfin, il y en a deux qui ont raté leur jet de terreur. Et donc, il y en a une, son personnage, il s'est mis à s'enfuir et à partir en courant sous la flotte. Il est sorti de l'auberge, il s'est explosé par terre, etc. Il a pris 2 états au passage. Et l'autre qui a essayé de se battre en sortant son arme comme un héros et qui s'est rendu compte qu'il tapait dans le vent. Donc c'était assez sympa, ça amenait une bonne ambiance. Et ce qui était cool, c'est que cette mécanique a entraîné plein de répercussions sur la suite du jeu et sur la suite de l'histoire. Parce que ça a été vachement bénéfique au final que la joueuse parte en courant en ayant peur. Parce qu'elle s'est rendue compte d'un truc que vous, par exemple, dans votre partie, vous étiez pas rendu compte, c'est qu'il y a quelqu'un qui allait mettre fin à ses jours dans la grange et qui était un personnage important. Et du coup, elle, par le hasard des choses, elle a réussi à le sauver juste avant, quoi. Donc ça, c'était plutôt sympa et c'était pas vraiment prémédité quand on a joué la scène, c'est un peu arrivé comme ça, quoi. Donc voilà, ça, c'était assez sympa et l'ambiance était vraiment très bonne. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai raconté. Sinon, je vais vous spoiler tout. Donc. Cette scène me rappelle quelque chose, mais je ne saurais pas dire quoi. Quelque chose. Là, ça m'inspire une histoire un peu similaire, pareil, peut-être à la même époque, peu de temps après une représentation théâtrale qui avait mal terminé, où on était en train de... Vous, dans votre cas, ça a très très mal terminé d'ailleurs. Il y a un mec qui a essayé de lancer des pièces pour arrêter un mécanisme, il y en a un qui a essayé de battre une enfant, enfin ça c'est... Enfin... Après, il faut dire qu'on a un groupe particulier qui, disons... aime pousser le jeu dans ses retranchements et les choix extrêmes. Il y a un côté quand même parfois, ouais. Quand on joue ensemble, il y a un côté un peu... Il y a un RP particulier qui est... je vais faire les choix les plus extrêmes que mon personnage. Je définis une psychologie à mon personnage. Voilà, il va la tenir jusqu'au bout et devenir complètement déraisonnable. Ce qui rend nos parties, disons, un peu particulières. On va le dire comme ça. Oui, folklorique. Mais bon, c'est ce qui fait peut-être le sel de nos parties. Et donc je jouais un épouvanteur, Monsieur Grégory, évidemment, pour ceux qui savent, un jeune homme qui combat l'obscur et qui est le 7e fils d'un 7e fils. Mais bon, pour le jeu, il était né un mardi, mais est-ce que c'était vraiment ça l'important ? Un jeudi. Mais justement, tu vois, le plus important, c'est que c'était le 7e fils d'un 7e fils.
Et donc, Ouais. armé de sel et de limaille de fer, il a commencé à fouiller une bibliothèque pour retrouver le journal d'une femme. Ça avait de l'importance pour l'intrigue que nous étions en train de vivre. Et il était accompagné de son fidèle Ben Lumineux, qui là était plutôt sur un versant capitalisme et profit. Du Ben, donc quelque chose d'assez particulier. Et ben forcément, la faiblesse d'esprit de cet homme a fait s'est fait posséder par un fantôme. En même temps, voilà, il y avait un épouvanteur chevronné, un homme de l'obscur, quelqu'un qui pouvait combattre avec son mental les forces du mal, et de l'autre côté, un jeune homme naïf, plein d'envie d'être riche, mais si faible mentalement, que c'est lui qui s'est fait possédé, évidemment. Et donc, s'en est suivi un combat l'un contre l'autre, évidemment perdu d'avance pour le jeune Ben, hein, qui n'avait aucune chance face à un homme aussi agile, avec sa canne et son bâton à lame rétractable, comme moi, enduit d'argent, évidemment, pour pouvoir combattre les loups-garous. C'était le combat de bras cassés. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, il n'y en a aucun qui a réussi à toucher. Je lance 15 dés, je fais aucun 6. Ok, moi je réponds avec 14 dés, je fais aucun 6. D'accord. Disons que ouais, c'est ça que Ben, il tentait de tirer à bout portant avec une arme et il tirait littéralement dans le plafond. Et moi, en attendant, j'essayais de me débattre avec mon bâton et j'arrivais pas à toucher alors qu'on était au corps à corps. C'était quand même relativement improbable, mais bon, ça fait partie de la magie du jeu de rôle. Et donc, ça s'est terminé où Johan est rentré dans la pièce et il a également magnifiquement raté son jet. Il arrive et il voit une personne possédée, les yeux injectés de sang, la bave aux lèvres, une espèce de monstre en train de se développer. Il fait un jet d'observation et là fait « Mais Jean, c'est toi qui est malade, que fais-tu? Lâche ce livre !» Et donc du coup, il s'est opposé pour protéger Ben, alors que clairement, c'était lui qui était possédé. D'ailleurs, Ben possédé, quelle originalité, hein. On voit qu'il y a des patterns dans notre groupe. C'est toujours les mêmes faibles qui se font posséder, hein, les mêmes fragilités mentales. Bon, ce n'est pas le sujet. Et donc, je ne sais plus comment ça s'est terminé, comment la possession s'est terminée, mais on s'est retrouvés tous les trois dans cette chambre sans plus d'informations, mais après un beau combat, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, vous avez compris, on parle de Vaesen. Alors tout à l'heure, tu as dit Vaesen, un Vaesen, mais sans même expliquer ce que c'était. Utiliser un attends, mot. on l'expliquera après. C'est un peu voilà. Vaesen, c'est un jeu édité par un éditeur peu connu de ce podcast, hein, Free League. Ah, je connais pas. Non, je sais que Ils tu sont connais doux pas. Ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Et qui est surtout porté par un artiste qui est Johan Egerkrans. Donc, je m'excuse d'avance si j'écorche son nom. C'est un peu le même mécanisme que Tales from the Loop, qui est un jeu de rôle qui a été développé par Simon Steinhag. Là, c'est un jeu qui a été fait avec l'artiste Johan Egerkrans et qui porte tout le jeu, porte sa patte, hein, c'est-à-dire que toute la DA, c'est lui qui l'a fait. Il a vraiment un style graphique très particulier qui pourrait faire penser à... ça pourrait évoquer un peu Tim Burton dans certains... Dans le design en plus... un peu moins cartoon. Oui, il y a des espèces de traits un peu exagérés, des particularités du visage, des particularités physiques qui sont exagérées et qui peuvent donner ce côté. C'est très particulier et je pense qu'on aime ou on n'aime pas, mais je vais vous le dire franchement, c'est magnifique. Je pense que la majorité des gens vont aimer. Si vous aimez beaucoup ce style graphique, je vous le dis, le Johan Egerkrans, il a un site internet et il vend ses art prints signés, ou ses bouquins d'ailleurs. Et de temps en temps, 1 ou 2 fois par an, il écoule ses stocks et il fait une lithographie à acheter, une lithographie offerte. Et franchement, voilà, si vous êtes fan, c'est assez intéressant d'aller faire un tour de temps en temps, parce qu'il y a vraiment des trucs magnifiques. C'est un jeu d'horreur nordique. Donc c'est un jeu d'horreur qui se passe dans un nord un peu fabuleux, irréel. En gros, c'est un jeu d'horreur qui va exploiter tout le folklore, quoi. Genre, il y a un côté un peu... on prend toutes les créatures du folklore d'une zone et on en fait des êtres vivants qui existent dans le monde et que tu dois combattre. C'est un jeu qui a été donc initialement kickstarté. Je crois que c'est novembre 2019, la date du premier Kickstarter par Free League. Ils ont rassemblé environ 240 000 euros. Et c'est à peu près 4000 pledgers. C'est beaucoup pour une nouvelle licence. Il faut noter qu'ils ont refait un pledge
plus récemment, le 7 décembre 2021, pour l'extension, et que cette fois-ci, ils ont rassemblé 570 000 euros. C'est l'un des plus gros succès de pledge de jeux de rôle hors États-Unis. Donc, c'est assez fou, quoi. Ça a été traduit en français en juillet 2020. Par qui ? Ça a été traduit par Arcane et il y a eu une précommande participative en juin 2022 qui a rassemblé 59 407 euros pour un total de 348 souscripteurs. Donc c'est pas tant de souscripteurs que Non, ça. c'est vrai, c'est plutôt petit quand on... Mais c'est surtout une somme moyenne par souscripteur assez importante. Et ça a quand même gagné 3 Ennies en 2021. Meilleure couverture, meilleure maquette, enfin art, meilleur art intérieur donc, du bouquin, et meilleur monstre et adversaire. Après, c'est un jeu qui est basé sur les protagonistes, en fait. Donc, c'est une certaine logique. Oui, quand c'est même. ça, non, bien sûr. Juste pour peut-être parler des inspirations, des choses, pour que vous compreniez bien ce que dit Antoine. Enfin, moi, j'ai beaucoup rigolé là-dessus quand j'ai raconté. Là, une petite anecdote, et quand j'ai fait mon personnage avec Antoine, parce que ça m'a complètement fait replonger dans une série de littérature jeunesse que je lisais quand j'étais adolescent, qui s'appelle la série de l'épouvanteur, avec le premier tome, c'est L'apprenti épouvanteur, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin qui connaissent. Et c'est complètement ça, en fait. Hein. Vous êtes un genre pas de magicien, mais de protecteur contre les forces du mal. Vous avez un pouvoir spécial qui vous permet de sentir leur présence, d'être plus sensible à leur trace, à leur présence, et vous allez vous mettre à les combattre. Et donc c'est exactement le pitch de l'épouvanteur pour ceux qui l'ont lu. Vous avez vraiment l'impression, parce que c'est la même niveau technologique plus ou moins, et le même genre d'ambiance de jouer à ça. Et moi, ça m'a complètement fait plonger là-dedans. On sent qu'ils se sont inspirés du même folklore pour écrire Vaesen et l'épouvanteur. En termes d'inspiration, moi, je suis complètement ça pour... Oui, ça ressemble, t'as raison, ça ressemble beaucoup. Je pense qu'il y a d'autres références qu'on peut citer. The Witcher, on peut le citer pour le côté un peu scandinave. Et puis même Chasseur de monstres. Et puis ce côté aussi Chasseur de monstres, complètement. Alors, dans Vaesen, il n'y a pas ce côté... comment dire... Enfin, il y a le côté fantasy, mais le côté héroïque, tueur de monstres, aguerri, c'est pas du tout ça, mais il y a cette ambiance de bestiaire recherché, qui n'est connue que par une certaine population, etc. Moi, j'avais 2 autres refs à donner pour avoir un peu le thème. Ça me fait pas mal penser à la famille Addams dans le style d'horreur. C'est-à-dire qu'il y a un côté horreur un peu extravagant et qui parfois peut être un peu comique, même si c'est pas le but. Et le côté les créatures, etc. Enfin, moi, par exemple, le truc de la main, tout ça, je trouvais que ça ressemblait pas mal. Et Tim Burton dans le style aussi. Sleepy Hollow, par exemple, pour moi, c'est complètement ça ce qui est recherché. Hein. C'est vraiment ce côté... c'est de l'horreur, mais avec un côté cartoon et un côté... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça ressemble pas vraiment à Tim Burton. C'est vraiment une bonne inspiration, je pense, pour s'imaginer l'ambiance. Et un côté peut-être plus premier degré et moins... Dans Tim Burton, des fois, il y a une espèce de légèreté dans l'horreur et dans la mort qu'on retrouve... Oui. En tout cas, que j'ai pas trop retrouvé en feuilletant les... Non, je trouve... En fait, c'est aussi le côté... C'est l'art, en fait. C'est le design du bouquin qui fait penser aussi beaucoup à ça. Hein, parce que Tim Burton, dans le style genre l'étrange Noël de Monsieur Jack, tout ça, on sent que ça peut se ressembler un peu en termes artistiques, quoi. C'est assez intéressant. Moi, je propose que Jean, tu nous fasses une petite présentation du jeu. Je sais pas ce que t'en penses. Mais... Oui, je peux faire ça. Les habitants du comté me parlent depuis longtemps de la présence sous la cathédrale. Et aujourd'hui, après que plusieurs rumeurs de disparition me ramènent jusqu'aux catacombes de la vieille église, que je décide de prendre les choses en main. Le vent souffle alors que j'approche de l'entrée qui mène au sous-sol. Les ténèbres étreignent le paysage, et chaque pas résonne dans un silence oppressant. Mes sens m'indiquent que je m'enfonce toujours plus profondément dans les entrailles de la terre. Et c'est alors que je sentis sa présence. Il n'y avait eu aucun survivant, juste des rumeurs.
J'avais imaginé une immense bête, un taureau monstrueux dévorant les égarés. Il n'en était rien. J'avais été imprudent. Tout a commencé avec une voix dans ma tête, comme si je me parlais à moi-même. Pourquoi es-tu venu jusqu'ici, Grégory? Ta vie n'est-elle pas plus importante que celle des misérables du comté? Non, ça ne pouvait pas être moi. Je compris alors que ce n'était pas moi, mais lui. Mon absence de préparation face à cette créature plus intelligente que moi allait me coûter cher. Il ne s'agissait pas d'un simple fantôme ou d'un revenant. Je vis alors émerger des ombres une silhouette. Elle semblait se matérialiser devant mes yeux. Au bout de quelques secondes, je la reconnus. Meg ? Mais comment est-ce possible ? Non, ça ne peut pas être toi ! La silhouette de Meg continuait à se dessiner dans l'ombre. Elle commença à avancer vers moi. Ses yeux luisaient d'une lueur étrange, inhabituelle pour une sorcière, même aussi puissante que Meg. Alors qu'elle s'approchait de moi comme pour m'embrasser, une odeur de pourriture m'envahit. Un froid intense que je ne ressens habituellement qu'en présence de l'obscur. Non, ce n'était pas elle, ce n'est pas toi ! Je dégaine alors mon bâton et sors ma lame. Le regard de Meg change. Son visage se déforme et sa bouche grandit jusqu'à dévoiler un nombre délirant de dents. Dans la panique, je lui jette au visage des restes de poudre à canon. Chaque éclair lumineux dévoile alors un visage déformé par la haine et l'appétit insatiable de destruction. La bataille est acharnée. Une danse mortelle entre la vie et la mort. Les cris de cette créature résonnent dans l'air. Ce fléau appelait ses sbires. Je comprends alors que je ne gagnerai pas ce soir. Pas seul. Me rappelant le ruisseau que je venais de passer il y a quelques minutes, je cours afin d'y plonger. Plus rapide que la bête, j'arrive à atteindre la rivière souterraine. Alors que je rentre chez moi, m'attend, accrochée sur ma porte, une lettre cachetée. Je n'avais jamais vu ce sceau auparavant. Dans la lettre se trouvait une invitation à rejoindre un château et une question qui me hante. N'êtes-vous pas fatigué de vous battre seul, enfant du jeudi ? Merci Jean pour cette petite bande-annonce. J'espère que vous avez tous eu un peu peur lorsqu'il vous a raconté cette terrible histoire. J'espère que tu as aimé la lecture du journal du père Grégory. J'espère aussi. Ce qui est drôle, c'est qu'il faut que vous sachiez que ça, souvent, on enregistre l'épisode avant que la bande-annonce soit tournée. Ouais. Donc voilà, moi j'aime bien, je balance des trucs, ça le force à faire des choses qui n'étaient pas du tout prévues, c'est nickel. Donc le jeu, passons au jeu. Donc qui on joue ? Bah écoute, on va être original. Nous sommes dans un sous-genre de Cthulhu. Attention, ouais. Ouais. Sous-genre, on est d'accord. Genre un jeu d'horreur. Ça se rapproche, c'est un jeu d'enquête. C'est un jeu d'enquête horrifique. Voilà. Donc on va jouer des enquêteurs, oserais-je dire des investigateurs. Ah, il l'a dit. Non, mais on peut résumer en disant, on va jouer ce qu'on appelle un enfant du jeudi. Ah, c'est pas le mardi ? Oui, non, c'est pas le mardi, c'est le jeudi. Qui est en fait un type de personne qui est doté de la clairvoyance. La clairvoyance, c'est cette capacité qu'ont les personnages joueurs et d'autres PNJ, quelques PNJ dans l'univers, à voir les VSN. C'est-à-dire que les VSN, ces créatures mythiques, elles ont la capacité de décider quand est-ce qu'elles peuvent être vues ou non. Mais vu que vous avez le don de clairvoyance, vous pouvez les voir même quand elles ne le désirent pas. Et donc ça, c'est un atout majeur et indispensable à leur recherche et à leur track. C'est un jeu qui vous fait jouer à un certain type de personnage, donc un enfant du jeudi, mais avec un background commun un peu avancé dès le début. C'est-à-dire que on vous permet pas de faire n'importe quoi. Vous êtes un membre de la société. Donc la société, c'est cette espèce d'organisation qui a pour but de protéger la population contre les VSN et de les traquer, de les répertorier. Qui a un but qui a évolué au cours et au fil des âges. Et
vous êtes un membre qui a décidé de reprendre le flambeau de cette société, et donc vous arrivez avec un groupe de personnes et vous décidez de reprendre en main cette organisation qui a dépéri pour essayer de protéger la population. Voilà, c'est ça un peu le pitch commun que tous les groupes qui jouent à VSN auront. Donc, du coup, ça reste effectivement des scénarios d'enquête, mais avec, on va dire, une base forcée. J'allais dire forcée, c'est pas vraiment forcé, mais une base nécessaire pour commencer, c'est être membre de la société. Et donc, globalement, j'imagine, il va y avoir un système de... tu vas picorer de l'enquête autour de ta base de plus en plus, en campagne ou pas, et avoir une espèce de fil rouge qui sera la création et l'exploration de ta base, qui est du coup le manoir de la société. C'est ça, il y a tout un côté de base et dont on vous reparlera un petit peu après. Donc, les types de scénarios aux gens, qu'est-ce qu'on joue comme type de scénario? Après, c'est du jeu de rôle horrifique. Disons que souvent, il n'y a pas énormément de types de scénarios horrifiques. Il y a les scénarios type survie. C'est pas vraiment le cas ici. On est plutôt là sur un jeu d'ambiance. Et donc, du coup, le truc le plus facile, c'est évidemment l'enquête. J'imagine que j'ai pas lu tous les scénarios disponibles, mais j'imagine que c'est les scénarios principaux qui existent dans cette gamme. Oui, c'est quasiment toujours des scénarios d'enquête. C'est des scénarios où il y a pas mal de choix moraux qui peuvent être mis en jeu, contrairement à du Cthulhu. En fait, il y a vraiment une différence, c'est que VSN, c'est pas de l'horreur cosmique. C'est pas de l'horreur auquel tu ne comprends pas ou tu ne peux pas avoir d'impact. C'est des décisions que tu vas devoir prendre et qui peuvent changer tout au tout un jeu. Et le scénario qu'on est en train de faire avec mes joueurs actuellement, il y a ce côté-là de selon les décisions qu'ils prendront, ils vont être mis face à des choix moraux et ce sera pas le camp du bien versus le camp du mal. Ça va être selon ce qu'ils vont choisir, il y aura des impacts importants sur l'écosystème où ils sont. Et c'est assez intéressant d'avoir ce côté-là parce que c'est beaucoup plus palpable dans un jeu où tu n'affrontes pas un dieu sumérien invincible, tu vois. Je vais dire quelque chose que vous allez souvent entendre dans cet épisode-là, c'est la construction des scénars a l'air assez proche de celle de Tales. Ce jeu a l'air d'être C'est complètement la même chose. construit, Je te le dis. que ce soit la maquette, les suppléments dont on parlera tout à l'heure, c'est très Tales, genre adaptation de Tales. Ils ont un système qui s'adapte dans plein de choses, mais là où je trouve le jeu Alien assez différent, là je trouve qu'on est vraiment sur un Tales horrifique. Ouais, c'est Free League, ils ont vraiment repris la même formule qu'ils ont utilisée dans Tales. Même pour la création des scénarios, c'est vraiment comme tu me racontais, c'est un squelette avec des points, des checkpoints, mais où vraiment tu sens qu'ils peuvent se balader dans le squelette, mais qu'il n'y a pas de trame. Ouais. C'est un nuage d'idées, un peu. Il y a un côté, et il faut effectivement qu'ils t'avances dans l'organigramme et il y a une trame principale qui va avancer malgré eux, et puis tu passes à cet endroit-là ou pas, tu checkes ce point-là ou pas, et tu t'arranges pour faire des entonnoirs dans les vrais points importants du scénario. Donc c'est vrai que c'est une construction qui, ça se sent de toute façon quand quelqu'un dirige quelque chose qui ressemble à ça, c'est contraint parce que ça reste un scénar avec une ligne rouge, mais il y a une espèce de liberté, tu vas pas là-bas, c'est pas grave, le scénario avancera quand même. Et ça, c'est du faux, c'est un peu du faux bac à sable dans le sens où ça donne une impression de liberté, mais en fait la carte reste restreinte. Tout à fait. Vous ne pouvez pas aller dans le scénario que je leur fais jouer, dès le début il y a marqué voici les points importants, si vos joueurs veulent aller dans d'autres points, ils le peuvent, mais vous pouvez également leur signaler que ça ne sert à rien d'y aller car il n'y aura rien à trouver. Tu vois, donc il y a ce côté, on est quand même dans les scénarios, on est là pour jouer, pour faire une histoire, on est là pour raconter quelque chose, on n'est pas là pour divaguer et partir dans un autre village. Et voilà, on n'est pas là pour faire bac à sable contre scénario narratif, mais globalement, ce jeu, et comme tel, etc., c'est extrêmement narratif. Et effectivement, tu as raison, c'est un film où les gens ils sont là pour découvrir une histoire, vivre une histoire, et finalement, les scénarios comme ça sont assez dirigistes. C'est pas du tout une mauvaise chose. Moi, j'aime beaucoup ces formes de scénarios-là parce qu'elles permettent en fait une énorme improvisation, je trouve, et une flexibilité de la part du MJ. Mais en même temps, il y a un côté, t'es cadré et tu suis ta ligne rouge pour que le scénario avance, quoi. Dans VSN, je sais pas exactement si c'est comme ça en thèse, mais il y a tout un système de compte à rebours. Avec, voilà, s'ils attendent trop, il va se passer ça, puis il va se passer ça, puis il va se passer ça. Et puis, il y a un système de compte à rebours avec le dernier, ça s'appelle la catastrophe,
Et c'est, ben voilà, ils n'ont pas pris les bonnes décisions, ils n'ont pas réussi à avancer dans l'histoire. Voilà ce qui se passe et ça va clôturer l'histoire comme ça. Donc tu sais de toute façon que le scénar, il peut pas durer 5 ans. À un moment, il va s'arrêter et ça se terminera juste mal parce que ben, les choix qui ont été pris. Je trouve ça aussi intelligent. Enfin, c'est assez intéressant leur construction dans le sens où c'est pas fait pour jouer des scénarios sur. Un scénario peut pas durer 50 heures. C'est voilà. T'as ce système de compte à rebours qui te permet aussi de timer ton scénar et de pouvoir, si tu peux faire qu'un one shot de 3-4 heures, eh ben, tu peux donner cette sensation d'urgence en timant le compte à rebours assez rapidement pour qu'ils voient que tout évolue et qu'il faut qu'ils prennent des décisions rapidement. Et ça, c'est systématique dans tous les scénarios? Dans tous les scénarios, il y a un compte à rebours. Des fois, il y en a même plusieurs. Tu peux avoir différents types de comptes à rebours ou différents types d'enchaînement d'événements en te disant, ben voilà, t'as toujours, ça se présente toujours avec un compte à rebours, tu as des lieux, tu as des défis, c'est-à-dire que tu as le lieu, ensuite en dessous tu as des défis en mode voilà les défis que les joueurs peuvent relever dans ce lieu-là. Donc il peut se passer ça, tel événement, tel événement, tel événement, il peut se passer ça, il faudra faire ça. Voici les indices qui peuvent être recueillis en fonction des défis qu'ils ont réalisés. Et c'est à toi de faire les liens. Ça demande pas mal de boulot, on en reparlera, mais ça demande du travail un peu en termes de mettre du jeu. Ok, c'est cool ça comme façon de construire les scénarios, je trouve. Ouais, c'est sympa. Et du coup, en fait, c'est vrai que dans le jeu, tu as tout un système où ils te permettent de créer ton propre scénar. Et en fait, ils te donnent la structure qui est toujours la même. Et effectivement, tu dis, bon, bah, en fait, maintenant que j'ai la structure et que j'ai ce qu'ils me proposent, bah, effectivement, je peux créer quelque chose. Bon, après, c'est toujours le débat, création de scénario, pas création de scénario, ça, c'est à vous de voir. On va parler un peu du système. Je pense que Jean, tu peux nous en parler. Tu le connais bien, ce système? Oui, bah alors, Free League là-dessus ne met rien d'original. Hein. Ils ont un système, le système Mutant Year Zero, qui vont décliner à toutes les sauces. Et là où ils restent ultra ingénieux, c'est que finalement, c'est pas juste comme on voit par exemple avec les systèmes adaptés 5e édition, où c'est vraiment le système Donjons et Dragons collé et parfois avec plus ou moins d'habilité inséré à la truelle dans quelque chose. Là, il y a vraiment un effort d'adaptation au style. Et donc, là où, par exemple, dans Alien, on avait pris les dés de stress pour jouer le côté urgence et intensité du jeu, là, dans Vaesen, on va aussi avoir un truc qui va être adapté. Et donc, le système de base est toujours le même. Vous avez des attributs qui sont 2 attributs physiques et 2 attributs moraux, avec la force, l'agilité, l'empathie et l'intelligence. À chaque fois entre 1 et 5, vous ne pouvez pas avoir plus de 5 et pas moins de 1, et vous allez avoir des compétences qui sont rattachées à ces attributs, et globalement quand vous devez avoir un test, vous allez jeter un nombre de dés qui serait égal à la compétence plus l'attribut qu'on vous demande de tester. Si par exemple vous devez manipuler quelqu'un, vous allez faire un test de manipulation, donc vous allez entre 0 et 3 en manipulation, et c'est rattaché à la compétence d'empathie. Et donc vous allez faire la somme. Si j'ai 1 en manipulation et 3 en empathie, je vais jeter 4 dés, et la plupart des tests vont demander une réussite. Les tests exceptionnels peuvent avoir des niveaux de réussite qui montent. Lorsque vous faites plusieurs réussites, donc plusieurs 6, parce que ça se joue avec des D6, si vous faites au moins un 6, vous réussissez le test la plupart du temps. Et si vous en faites plusieurs, vous pouvez négocier avec le MJ des bonus qui sont variables en fonction de la situation. Et donc là, c'est une discussion avec un peu d'improvisation. Le bouquin, en général, vous propose des listes de bonus type, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et ça, c'est la base du jeu. Vous allez avoir des petits trucs en plus avec un objet fétiche qui va vous permettre... alors dans ce jeu-là, si je dis pas de bêtises, c'est pour... Ça peut guérir 2 états. Guérir des états. Voilà, exactement. Puisque dans ce jeu, vous n'avez pas de barre de vie, il n'y a pas de point de vie. En revanche, comme dans la plupart des jeux Arcane, Free League, vous allez avoir des états que vous vous infligez qui vont vous faire diminuer d'1 point le nombre de dés que vous pouvez jeter. Et vous allez avoir des petits malus des fois supplémentaires contextuels en fonction des états. Et lorsque vous avez cumulé tous les états, vous êtes brisé et donc vous ne pouvez plus jouer. Et donc il y a 4 états dans ce jeu, c'est effrayé. Ah non, alors, il y a un peu plus. Il y a 6 états. Dans ce alors, je jeu. les ai plus en tête. Mais qui sont divisés en 2 catégories. D'accord. C'est-à-dire que tu as les états mentaux et les états physiques. Alors j'ai plus exactement. Mais attends, mais si ils sont. Les états mentaux, tu as furieux ou colère, effrayé, et le troisième. Déprimé, c'est le dernier état. Ah oui.
Oui. Et du coup, en attendant, pendant que tu cherchais, j'ai retrouvé la liste. Et donc, les états physiques, c'est épuisé, endolori et blessé. C'est ça. Et en fait, c'est un système assez particulier où... Enfin, particulier, c'est toujours le même. Mais quand tu as les 3 états et que tu reprends un état de la même catégorie, tu deviens brisé. Et si jamais, quand tu es brisé dans l'un ou l'autre, tu refais un échec, tu reprends un état, tu subis une blessure, une lésion critique, physique ou psychique. Et là, c'est un peu comme Forbidden Lance, tu lances un D66 et tu as un tableau et il t'arrive quelque chose. Souvent de mal. Comme dans tout ce genre de jeu, tu peux forcer ton jet, évidemment. Et donc, lorsque tu fais un échec, tu peux choisir, ou que tu n'as pas fait assez de réussite, tu peux choisir de relancer tous les dés qui n'ont pas fait une réussite en t'infligeant un état. Et globalement, la base du système est là. Après, il peut y avoir des petites choses supplémentaires contextuelles, mais si vous savez ça, vous savez jouer au jeu, donc toujours extrêmement simple. Voilà, je vais vous donner une petite information en plus sur parce que à chaque fois ils altèrent un peu leur moteur de jeu pour le jeu en particulier. Et dans VSN, ils ont adapté avec un système qu'on appelle la terreur, qui fait un peu office de santé mentale. Sauf qu'il n'y a pas de points pour décompter la terreur, c'est-à-dire que vous allez faire face à une situation. Cette situation va provoquer chez vous une terreur de niveau 1, 2 ou 3. Et si c'est par exemple une terreur de niveau 2, vous allez devoir faire un jet, c'est soit en empathie, soit en logique, il me semble. Et donc c'est déjà un jet réduit, hein, c'est maximum 5 dés que vous avez lancé. Vous pouvez rajouter des dés si vous êtes accompagné. Plus vous pouvez lancer des dés un peu en commun pour vous aider. Et si vous êtes face à un niveau de terreur 2, vous devez obtenir 2 réussites. Si vous obtenez moins de réussites, vous êtes terrifié. Et vous obtenez un état mental pour chaque dé raté, enfin pour chaque réussite qui vous manque. Et quand on est terrifié, il se passe plusieurs choses qui vont affecter la narration. C'est au joueur de choisir. Vous pouvez soit choisir de fuir, soit de vous évanouir, soit d'attaquer la première chose qui est autour de vous. Voilà. Donc ça laisse toujours le choix au joueur d'essayer de trouver une façon de s'en sortir en choisissant la bonne réaction face à la situation. La moins pire. Voilà. De quoi ? J'ai dit la moins pire. La moins pire, oui, exactement. Et il y a ce côté... C'est assez sympa parce qu'il y a ce côté santé mentale, enfin ce côté un peu... il nous arrive un truc horrible, aigu. Il y a ce côté avec les états qui fait un peu qu'on sent qu'on est en train de plus en plus de baisser en qualité, enfin qu'on est en train de devenir de plus en plus fou. C'est pas autant évident que sur Cthulhu avec la santé mentale qu'on voit vraiment se dégrader parce que c'est plus facile à voir. Mais il y a quand même ce côté-là un peu où on se sent un peu dépérir au fur et à mesure. Ça impacte vachement le gameplay parce que moi j'ai eu beaucoup d'états très vite et tu sens que même les trucs où t'es bon, en fait être bon ça veut dire avoir 7D, 8D quoi. Ouais. Et c'est là où t'arrives à faire au moins une réussite à chaque coup. Quand t'as 2 états et que tu prends moins 2 sur tes jets et que tu lances 5 dés, et je parle même pas des situations où tu as moins de compétences initialement, ce qui fait que finalement ce cumul d'états et qui va souvent être des états mentaux impacte très 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 vite ton gameplay et te réduit très très vite. Ce qui fait que moi au début j'étais en mode vas-y je fais plein de tests et tout et en fait tu te fais très 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 vite pas victimiser mais un peu calmé par le jeu. Exactement. Et ensuite finalement tu te mets à hésiter à faire des actions, ce qui est plutôt positif, hein, parce que le jeu te fait le craindre un petit peu, parce que tu sais que si jamais tu échoues, tu vas prendre un état, et après tu seras faible. Et il y a un côté un peu... c'est pas que le jeu est punitif, c'est qu'il te fait respecter son intrigue et son univers en te mettant des petits coups derrière la tête si jamais tu es trop imprudent. Et tu portes les conséquences après. C'est ça, c'est pas... Il te rappelle que tu n'es pas un barbare mago level 20 avec des potions. Non, si tu fais trop n'importe quoi, tu seras appelé à l'ordre. Et il te demande de réfléchir à tes actions et de peser les actions que tu vas faire. Ce qui rapporte un côté intéressant à la narration, où vraiment il y a ce stress. Et moi, j'ai été agréablement surpris quand j'ai joué avec mon groupe en présentiel, du côté... ils ont stressé.
assez facilement en fait. Ça a vraiment bien émulé le jeu d'horreur. Quand tu... Je le sens fragile en fait, je trouve, dans ce jeu. Ouais. En fait, quand tu vois ce truc-là, quand tu lis le système de base, je me disais pas que ça pouvait faire. Enfin, j'étais en mode genre bon ben, ok, c'est très simple, c'est cool, c'est narratif, mais on n'aura peut-être pas ce côté autant tension. Et en fait, ben, si, ça amène de la tension, parce qu'il y a ce côté dégradation qui peut être très rapide du personnage, et c'est très punitif. Un état, on se rend pas compte, mais un -1 dé à un lancer de dé, mais c'est catastrophique en termes de stats. Hein. Tu te fais nerfer à une puissance 1000, quoi. Bah, le combat contre Ben, je ne touchais rien parce que j'avais -2 dés. Ouais. Et en fait, ça m'a. Alors qu'en combat rapproché, je suis plutôt correct, dans le jeu, évidemment. Ça m'a complètement nerfé. Dans la vie aussi, très fort. dans la vie aussi, genre, faut pas se dégrader Ouais, comme ça. c'est vrai, après tout. C'est vrai Il y a des gens qui auront une référence sur un skate, bon voilà, on s'arrêtera là. C'est vrai que je suis champion de MMA, Oui. mes heures perdues. Tes heures perdues, 4h du mat dans Podcaster, Bordeaux. champion de MMA. Mais voilà, c'est vrai que du coup, c'est marrant, mais c'est toujours comme ça avec les jeux Free League. Il y a un côté, le système porte une partie du message du jeu. Et là, il y a vraiment ce côté-là où, tu viens de le dire, le scénario, quand tu l'as lu, t'as pas semblé si stressant que ça. Mais en fait, parce qu'il est fait avec ce système-là qui te fait cet effet-là, fait que tu deviens complètement, enfin moi vraiment, impuissant. Et donc du coup, t'as peur. Ouais, t'as vraiment ce côté genre impuissance, qui est vraiment en plus systématique, c'est-à-dire que vraiment tu vas commencer à rater, tu vas prendre un état de plus, et ça va être la dégringolade, et ça va être terrible, quoi, parce que tu vas faire que rater jusqu'à être brisé, et là tu seras une merde. Faut apprendre à savoir s'arrêter. Il y avait un peu ça dans Alien aussi, où, avec le stress, où tu glissais de plus en plus, et si jamais tu faisais pas une pause à un moment pour dire ok, et donc du coup c'est là où le compte à rebours a du sens, et Alien est fait aussi comme ça, avec tu veux prendre une pause, il y aura 15 minutes qui va s'écouler dans le jeu. Tu veux prendre ce risque, tu te rends compte. Et du coup tu appuies en tant que MJ en disant si tu fais ça, le temps va s'écouler. Tu veux bien comprendre à tes joueurs que ça a une conséquence. Et donc tu as cette tension autour de courir en étant plus faible et aller plus loin dans le jeu et pas perdre de temps. Et en même temps, si jamais tu perds pas du temps, tu te mets en danger puisque tu deviens de plus en plus fragile. Et donc c'est le gameplay qui fait naître la tension et c'est très très cool. Ouais, ça c'est grave cool. Et voilà, on va peut-être juste parler rapidement du manoir. Quand vous débutez le jeu, vous prenez possession d'un manoir, qui est le QG en fait général, et ils ont vachement développé dans le jeu la gestion du manoir. Et ce côté, ça ressemble vachement à un jeu vidéo dans le sens un peu, moi ça m'a fait penser à Darkest Dungeon, où vraiment vous allez développer votre manoir. À la fin des scénarios, vous allez récupérer des points de développement pour vous aider à développer votre manoir. Et ça va vous permettre, en débloquant de nouvelles pièces, d'avoir des petits avantages pour le futur. Et c'est vachement bien pensé, parce que dans le bouquin de base, tu as toutes les pièces que tu peux récupérer dans ton manoir. C'est pas des pièces que tu crées, en fait, quand vous arrivez dans le manoir. C'est un manoir immense, avec de nombreuses pièces qui ont été condamnées. Et ça prend du temps en fait d'explorer, et donc il joue ça un peu en mode il vous faut des points de développement pour pouvoir avoir les objets, etc. Et certaines salles ne sont débloquables qu'après avoir fini un scénario et avoir rempli certaines conditions. Et il y a un truc super intéressant, c'est que tu as des salles où il y a une petite ligne marquée découverte, et si tu remplis la condition et que tu proposes à tes joueurs, tu leur dis voilà, vous pouvez avoir ça, mais ça vous coûtera tant, et qu'ils le font, et tu peux leur faire jouer une petite scène où il y a cette découverte que tu peux leur lire, et en fait c'est comment ils vont en roleplay, ils vont trouver cette salle. Et moi il y a eu un côté super où ils ont découvert une bibliothèque, la bibliothèque occulte, et en fait c'est en cherchant à la fin, en rangeant les bouquins, il y en a un, il a appuyé sur un bouquin et il s'est rendu compte que derrière il y avait un jeu, et en appuyant, la bibliothèque s'est ouverte et il est rentré dans une nouvelle pièce qui était la bibliothèque occulte. Et ça a fait vachement d'effet autour de la table. Ils étaient là, putain, trop stylé, on va faire toutes les pièces. Et j'étais là, ah non. Là, vous devez déjà, enfin, c'était drôle, tu vois. Donc il y a vraiment ce côté-là, et ça, c'est très cool. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un système vachement bien foutu, le QG aussi. Et le côté très personnalisable, et en même temps, c'est leur possession dès le début. Tu me dis, ça fait un peu penser à Forbidden Lands, mais avec un côté plus programmé, quoi. Oui, Forbidden Lands, ils étaient entièrement sur un côté très RNG,
où finalement, pour essayer d'émuler les vieux jeux de rôle, et il y avait un côté, une gestion de forteresse, mais qui était complètement adaptée au côté game, jeu un peu old school, et du coup, tu avais une vie de la forteresse avec, tu pouvais l'upgrader avec beaucoup de choses et avoir. Mais il n'y avait pas ce côté, elle est préécrite dans le bouquin. Et les gens la découvrent comme un donjon, comme un jeu dans le jeu. C'était un autre jeu dans le jeu, mais toi, tu as vraiment un espèce de petit donjon qui vont explorer au fur et à mesure des aventures comme un gros fil rouge. Là où dans Forbidden Land, c'était plutôt un autre jeu dans le jeu où tu avais une simulation de ville qu'il fallait gérer avec le côté ressources, recrutement et attaque régulière et développement. C'était plus un côté un peu SimCity, là où toi, tu es vraiment sur une exploration de donjon à soi pour faire du leveling de personnages. Donc c'est non, mais c'est ça. complètement adapté au système et c'est encore très réussi comme façon de voir l'adaptation de leur nouveau système, quoi. Il y avait ça. Ensuite, pour la création de perso, c'est comme Tales. Enfin, c'est comme Tales. C'est les archétypes. On va peut-être pas rentrer dans le détail, mais c'est les archétypes. Il y en a une dizaine de bases dans le livre de base. Et il y a l'occultiste, l'écrivain, le prêtre, le chasseur, le professeur, le médecin. Voilà, c'est vraiment des archétypes très, très classiques. Et sur ces archétypes, vous pouvez développer votre personnage un peu comme bon vous semble. Bon, tu dirais que ça s'adresse à qui, Jean, toi ? C'est les mêmes critiques que habituellement. Pour moi, il n'y a pas vraiment... le jeu est suffisamment simple pour s'adresser à tout le monde. Après, ça reste de l'horreur. Donc pour moi, il y a toujours cette limite liée au fait que des très jeunes, ça peut être compliqué puisque le jeu reste quand même assez cru dans ce qu'il traite. Nous, il y avait quand même des thèmes abordés qui étaient... un suicide, enfin voilà, il y a des choses le meurtre, relativement... la trahison, ça, c'était pas facile, ouais. Donc les thèmes abordés font que c'est pas forcément pour tout le monde, faut vouloir rentrer là-dedans. Il est un peu en plus le premier scénario est un peu darkos, le côté la femme qui se fait tabasser et tout, c'est ultra dark. Ça a jeté un froid dans les deux tables où je l'ai fait, ça a jeté un froid direct. Donc pour moi, il y a toujours, dès qu'on parle jeu d'horreur premier degré, il y a toujours cette limite liée au thème abordé et à des scénarios qui peuvent aller plus ou moins loin dans ce genre de sujet. Donc la limite pour moi elle est là, mais après en termes de complexité de système, ça reste dans la veine de tout ce qu'on a fait avant en termes de système de Free League, et donc du coup très simple à prendre en main pour le joueur, et donc pas vraiment de limite sur ce côté-là. Après, côté MJ, je sais pas trop comment tu l'as ressenti. Tant que maître du jeu, pour moi, ça peut être pour tout le monde. Ça peut être un très bon premier jeu d'horreur. En fait, le système est ultra abordable. Donc, ça demande au maître du jeu très peu de maîtrise du système, dans le sens où en fait, les joueurs vont vite se l'approprier. Il n'est pas forcément obligé de tout le temps rappeler comment ça marche, etc. Il y a une petite limite quand même, c'est les scénarios. C'est des scénarios avec un squelette. Et donc, ça demande de pas mal bosser. Enfin, je trouve il y a quand même faut bien connaître son scénario, faut bien connaître tous les embranchements, faut bien connaître les emplacements si tu veux que c'est de la cohérence. Et par exemple, moi, ma première session là sur le nouveau scénar avec ma table, j'avais pas eu le temps de bien préparer parce que j'avais l'habitude. Ils ont pas vu que voilà et que c'était un peu la galère, etc. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de broder ou de remplir le vide, ça demande un peu de préparation. Ouais, après, tu vois, moi, c'est les jeux avec lesquels j'ai commencé, et finalement, ça va, quoi, ça se prend en main. Oui, non, mais c'est ça, c'est pas du tout insurmontable. C'est pas, je dis pas que c'est pas fait pour en premier jeu d'horreur. C'est d'ailleurs probablement plus facile à masteriser que du Cthulhu en premier jeu d'horreur. Vu que tu as moins de détails, en fait, il y a ce côté... effectivement, c'est très épuré, comme dans le sens où il y a très très peu de surplus, et donc du coup je pense que ça c'est très privé comme ressenti, où il y a ce côté t'as pas beaucoup de choses en fait en préparation pure, il y a peu de choses, mais du coup ça t'oblige à remplir,
Et puis tu as ceux qui ont une capacité à improviser sur un petit quelque chose qui font qu'ils vont facilement pouvoir remplir les vides. Et si jamais là-dessus vous avez des problèmes, et qu'à ce moment-là, oui, il y aura un gros travail supplémentaire de travail si jamais vous n'arrivez pas à le faire pendant la session pour pouvoir compléter les blancs comme il y aurait dans un scénario de Cthulhu classique où là, il y a énormément de détails. Et donc, ça peut demander énormément de travail de préparation, mais par contre, tout est là. Et si jamais vous bossez, vous avez absolument... j'avais feuilleté Berlin, les 2 scénarios qu'on avait fait ensemble avec toi. Et c'est vrai qu'il y a ce côté... ça pleut de détails. Et donc, si jamais tu as envie d'être minutieux et de respecter exactement ce que l'auteur te propose, tu as vraiment beaucoup d'éléments pour pouvoir respecter tout ça. Des descriptions très détaillées des zones où tu es. Et là, j'imagine que là-dedans, c'est beaucoup plus succinct si c'est comme Tales, où ça va... Oui. Ça va droit au but. Tu vas avoir une description de 2 lignes sur chaque lieu et ce qui s'y passe, mais c'est même dans le jeu, c'est même des tirés, quoi. C'est-à-dire que t'as un truc et t'as les indices et c'est des tirés. T'as pas de gros paragraphes comme Cthulhu où t'as un accompagnement T'as pas ce côté accompagnement de l'histoire et accompagnement dans l'ambiance. Tu peux pas prendre le bouquin et lire un truc. Tu vois, ça marchera pas. Va falloir broder, il va falloir être à l'aise un peu. T'as moins ce côté où le jeu va te proposer des grosses descriptions bien aménagées pour l'ambiance. Donc, comme tu dis, ça dépend de la sensibilité de chacun, en fait. Il n'y a pas de réponse. Mais ça se prend en main très facilement. Ouais, voilà. Ça, c'est clairement... Ensuite, en termes d'ambiance, écoutez... Est-ce qu'il y a besoin de vous faire un dessin, je veux dire. Non, il y a une playlist VSN officielle avec une quinzaine de morceaux qui ont été faits spécialement pour le jeu. Ils ont réitéré l'occasion avec les suppléments qui sont sortis, la Bretagne, etc. après, qui sont super bien utilisables. Je ne saurais que vous conseiller Inscription. Voilà, la BO du jeu. Et le jeu aussi, d'ailleurs. Et le jeu aussi, bien sûr, évidemment. Mais c'est une des BO que j'ai le plus kiffé. Je kiffe faire écouter dans tout type de jeu de rôle, en fait. Hein. Même Attends, j'ai la voix qui part en couille. Même l'Heroic Fantasy, ça marche bien dans les moments stress. Donc ça, Et après, tout ce qui est jazz, etc. Mais c'est vrai que je me suis finalement pas trop... j'ai pas trop utilisé de musique autre que la playlist de base, Inscription, et il y a quelques et de l'ambiance un peu dark. J'ai pas joué ce jeu, je le joue pas avec du jazz en fond. Alors, juste, j'ai regardé le mec qui a fait l'audio de VSN. Ouais. En fait, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il avait fait une super soundtrack pour Forbidden Lands. Il avait fait la BO, pareil, du bouquin de base, plus de l'extension qui n'est pas encore ressortie, qui n'est pas encore sortie en français. Donc, il a fait plusieurs jeux Free League comme ça, où il a sonorisé du jeu de rôle. Et je vois même qu'il a sorti un album pour l'Appel de Cthulhu. Ah, bah, très stylé, j'irai regarder. Ça s'appelle Spheridge. Ah, ok. Non, je connais pas, j'irai checker. Mais en gros, ouais, moi, je joue pas avec du jazz, justement, pas pour faire du Cthulhu, parce que c'est pas vraiment le but du jeu. Ça, voilà, vous verrez, mais c'est pas un jeu fait pour faire du Cthulhu. Du coup, moi, je mets pas de jazz, je mets plutôt de l'ambiance, des trucs un peu sombres. Et la playlist est très bien. La playlist de base est vraiment bien. Donc, juste pour dire son nom, quand même, Andreas Lundström. Ok. On ne l'avait pas dit. Merci Andreas Lundström, parce que c'est très cool. Il y a un module Let's Roll aussi, que j'ai pas testé. Et Foundry VTT aussi. De quoi ? Et Foundry VTT. Ils sont, Ah oui, ils font des gros trucs Foundry, ouais j'ai vu ça. Mais il y a un module Let's Roll qui marche très bien, je suppose. J'ai pas joué avec, mais à chaque fois ça marche très bien dans le Free League, etc. Oui, globalement on avait testé le module, le gameplay Free League sur, on l'avait testé sur Forbidden Lands, et j'avais pu le tester rapidement tout seul sur Tales, et ça marche très très bien, c'est très facile à utiliser, c'est pas des systèmes difficiles à émuler. Puis voilà, un petit avis général, Jean, qu'est-ce que t'en penses du coup ? Moi c'est la première fois que je jouais à ce système-là, j'avais jamais été joueur sur ce système, donc globalement
ultra simple à utiliser, ça a aucun souci. Je m'étais, je pense, jamais rendu compte du côté vraiment difficile dans le sens tu réussis pas si souvent que ça. C'est dur, et On te le sortir disait, une hein. réussite. On était Ouais, en bien mode genre, sûr. c'est chaud, t'étais en mode ça va, j'étais non, c'est chaud mon gars. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu, quand tu joues pour la première fois, en fait, tu vas souvent échouer. Et le jeu, par contre, te met en place beaucoup de choses pour t'aider à te réussir. Et donc, il faut vraiment... je pense que le seul défaut, s'il faut en trouver un, voilà, il faut bien qu'on trouve des petits défauts, c'est tu es obligé de faire des personnages un peu spécialisés. Sinon, si tu fais un moyen en tout, il sera bon à rien, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. Ah oui, non, ça c'est très bien dit ça. Si tu fais un moyen en tout, il sera bon à rien, ouais, ça c'est très vrai. Désolé, mon chat qui parle. Donc, ouais, donc si tu fais un moyen, un moyen en tout, il sera juste bon à rien. Il y a vraiment ce côté-là, et c'est vrai que ça pourrait être. C'est le seul. C'est pas vraiment. Enfin, si, c'est un défaut, mais il y a ce petit côté-là, c'est tout. C'est la seule remarque un peu négative, s'il fallait en trouver une, que j'aurais Ouais. sur le système et sur le jeu. Mais c'est plus une remarque sur tous les jeux Free League. Oui, moi je dirais, c'est un super jeu quoi. Enfin, en fait, moi de base j'ai été conquis dès que j'ai vu l'artwork. On en a même pas beaucoup parlé, mais le jeu est magnifique. Et donc en fait, ça donne envie de jouer. Le système est top et une fois de plus, ils ont réussi à faire un système qui, avec quelques modifications, ça apporte une profondeur au gameplay et ça change complètement la façon de jouer d'un autre jeu Free League. Dans le sens où vraiment il y a ce côté, voilà, on ressent l'horreur, comme dans du Cthulhu, quoi. C'est pas, ça n'a pas à pâlir, c'est pas pareil, c'est pas la même sensation, c'est pas exactement les mêmes ressentis, mais c'est fait exprès et ça n'a pas à pâlir en comparaison. C'est pas un sous Cthulhu, c'est différent. Et je trouve que ça, c'est vraiment un parti pris qui est cool, parce qu'il y a plein de jeux qui essayent d'être un nouveau Cthulhu ou un nouveau standard de jeu d'horreur. Eux, ils font ça d'une manière différente. Parce qu'il y a tout un côté, voilà, on n'a pas parlé, mais le bestiaire est magnifique, est génial, c'est super bien pensé. Il y a un côté horreur, mais avec un côté fantasy, un peu, pas héroïque fantasy, mais ce côté fantasy, les monstres, etc., la découverte, le bestiaire qui est vraiment super sympa et qui est très palpable. Et j'ai un défaut, moi, vraiment un défaut du jeu. C'est pas un défaut du jeu, le jeu est génial. Mais dans le livre de base, il y a un scénario. Et pour moi, je comprends pas pourquoi ils ont mis ce scénario dans le livre de base. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est pas un mauvais scénario, mais c'est un scénario, si je le fous dans un bouquin Appel de Cthulhu, ça marche très bien. C'est pas du tout un scénario qui a été fait pour utiliser l'ADN du jeu, quoi. C'est une histoire de fantôme, enfin, c'est pas du tout ce qu'on te vend quand tu lis le bouquin. Ce côté bête mythique qui a changé de comportement parce qu'il y a eu l'industrialisation, etc. Enfin, ce côté vraiment avec ses faiblesses, son point faible, etc. Enfin, il y a vraiment ce côté bestiaire top, vraiment génial. Et là, non, c'est un bête fantôme, vengeur. Enfin, c'est la maison Corbett un peu plus moderne, quoi. Mais je suis méchant parce que c'est un bon scénario et que moi, la session à Bordeaux, ils ont kiffé le scénario, ils ont trouvé ça cool. C'est juste que tu as été déçu, quoi. Genre, Moi, j'étais déçu parce que c'est pas ce qu'on te vend. à voir autre chose. C'est pas ce qu'on te vend, en fait, quand tu fais le jeu. Donc, en fait, c'est un bon scénar. Mais franchement, pourquoi c'est ça le scénario de base dans le livre de base? Il y avait 15 000 trucs à faire avec le bestiaire. Et ils ont choisi ça où c'est une adaptation d'un revenant. Donc c'est même pas le vrai monstre, c'est une espèce de fantôme. Enfin, franchement, ça, j'étais déçu. C'est le seul défaut pour moi, c'est ça. Et c'est pas un gros défaut, mais je trouve que ça vaut le coup de le souligner parce que voilà, pour moi, le livre de base, il manque un vrai bon scénario. Bah du coup, puisque tu es en train de nous parler de ce qu'on trouve physiquement dans la gamme. C'est vrai que c'est fait exprès, mais c'est dingue. La transition, c'est un truc de dingue, ces gens-là, tu vois. Mais c'est ça qui est beau, c'est là qu'on rentre. C'est des pros, tu vois, à 4h du matin, toujours aussi vifs d'esprit. Et donc du coup, Antoine, est-ce que tu peux me dire de quoi est constituée la gamme française de VSN? Française. On va commencer par la gamme française, s'il vous plaît. On sort par ce qui est sorti aujourd'hui, le 26 février 2024. Donc il y a VSN, livre de base, qui coûte 45 €.
qui existe en... Il y a eu une édition collector, mais qui n'est plus en vente. Et donc le livre de base vaut 45 euros, avec une super belle couverture, en couleur, avec un papier un peu particulier, un papier gaufré qui est très léger, très épais et très léger. Donc on a l'impression que le bouquin est assez léger. Je sais pas le nombre de pages, Jean, tu peux me le donner? Ouais, alors attends, je suis en train de vérifier sur le site de Arcane, parce que parfois ils restockent les éditions Collector, je sais pas s'il y en a, je crois. collector, et c'est 232 pages, 230 pages. Voilà, 230 pages. Il en paraît plus parce que le papier est très épais, mais non, c'est 230 pages. Ensuite, il y a l'Alsace mythique. Alors ça, c'est particulier, c'est un supplément francophone de création française, un peu la spécialité d'Arcane. Donc c'est un supplément qui se déroule dans l'Alsace avec le folklore alsacien. Il y a un scénario, c'est un supplément de contexte. Avec vraiment une réécriture du jeu, voilà, c'est plus la société, je crois que c'est le conclave, enfin il y a plein de trucs comme ça. Et c'est 40 euros. À noter que ce n'est pas la direction, ce n'est pas le même auteur artistique, donc c'est pas le même artiste, c'est pas la même plume. Donc c'est un très beau bouquin avec des très belles illustrations, mais il n'y a pas ce côté, la patte très particulière de l'illustrateur de base n'est plus là. Il faut quand même le dire. Oui, le jeu est quand même moins... Il n'y a pas ce petit truc de DA supplémentaire parce que c'est adapté des dessins de cet auteur suédois. C'est effectivement... tu compares le style de dessin, c'est plus standard dans ce que tu trouves habituellement dans le jeu de rôle. Donc, c'est pas moche. C'est juste... Quand tu mets tous les bouquins à côté, tu vois celui qui n'a pas la direction artistique des éditions originales. C'est tout. Mais c'est un putain de supplément. Quand tu regardes tout ce qu'il y a dedans... C'est un bouquin, voilà, il est très beau. C'est un beau bouquin. Moi, j'ai trouvé vraiment... mais c'est juste qu'effectivement, voilà, il n'y a pas la patte artistique des autres bouquins. Mais la maquette est la même. Je suis en train de regarder à peu près 205 pages. Et il y a des choses très, très réussies. Voilà, c'est un côté un peu plus réaliste. Voilà, il y a vraiment des illustrations qui sont aussi magnifiques, mais c'est juste que c'est différent de la gamme de base. Là-dessus, il faut quand même que vous soyez au courant. C'est sur un supplément quand même qui est super ambitieux en termes de ce que ça apporte. Non, c'est pas juste un supplément de scénario en fait. T'as un scénar, mais en fait c'est surtout un supplément de contexte pour aider les gens à mettre ça en France comme t'en trouves ailleurs. Et du coup c'est un truc qui est vraiment... tu sens qu'ils ont mis tout leur cœur dedans. Et c'est pour l'adapter au monde français. Comme la France des années 80 et 90 dans Tales from the Loop. Ouais, il y a des nouveaux archétypes super intéressants. En plus, tous les jours, moi, dans ma table, il y en a qui ont voulu absolument les archétypes de l'Alsace, tellement ils étaient trop stylés, quoi. Donc vraiment, non, c'est un travail de fou. Enfin, Arcane, comme d'hab, c'est top ce qu'ils ont fait, quoi. Ensuite, il y a L'inavouable secret, qui est un recueil de scénarios. Donc ça s'appelle Les Mystères, hein, les scénarios dans VSN. C'est un recueil de mystères. C'est 4 mystères standalone, donc 4 gros one-shots qui peuvent être, avec quand même pas mal, ils disent un peu de travail, mais c'est pas mal de travail quand même, être transformé en campagne, mais c'est pas une campagne. C'est 4 scénarios qui sont... voilà, c'est les vrais scénarios qu'on attend. Voilà, quand on lit VSN, on lit les scénarios et on dit, bah oui, voilà, c'est ça que je voulais dans le livre, avec des créatures, des trucs vraiment géniaux, très différents les uns des autres. Assez dark quand même, enfin certains sont assez dark. Et voilà, mais c'est pas une campagne. Je trouve que des fois, quand tu lis vite fait, tu pourrais te dire, mais non, c'est 4 scénarios un peu différents. C'est 35 euros. Et je crois qu'il y a genre quoi, c'est 90 pages. Alors attends, je l'ai en face de moi, je vais te dire ça tout de suite. Ouais, je suis désolé, je peux pas le sortir. Si j'ai l'impression que tout va tomber si je sors le bouquin. Alors c'est une centaine de pages. Doit être 102 pages. Avec à la fin, tu as les illustrations en grand format de, je pense, chaque va-et-scène des 4 scénarios. Ouais, probablement, ouais. Et donc ça doit faire 102 pages au total, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'est 35 euros. Ensuite, il a existé un temps des dés
actuellement plus trouvables, qui sont c'est des D6 carrés avec le 6 c'est estampillé par le symbole de VSN. Bon, on va pas Bon, épiloguer, c'est des c'était dés, c'est très trop cher cher. comme d'hab, voilà. Et encore une fois, sur un système comme celui-là, Là, c'était délirant, c'était genre 15 ou 20 balles les 6 dés. Si tu commandais à l'époque, quand ils en avaient Arcane, si tu commandais et que tu prenais les frais de port, t'en avais pour plus de 30 balles les 6 dés, quoi. C'était 5 euros ou 6 euros le dé, quoi. C'était délirant. T'as un deck de cartes, 15 euros. Dans ce deck de cartes, c'est assez cool. T'as une carte par VSN dans le livre de base. Donc, t'as toutes les illustrations des VSN, avec à l'arrière un petit texte explicatif de ce qu'est ce VSN. Et tu as 10 cartes pour faire des cartes un peu spécifiques pour faire quand tu fais du combat, tu as le test d'initiative. Et donc chacun tire une carte pour avoir son rang d'initiative. Donc ça, c'est 15 balles, ça c'est pas mal. ça permet de mettre sur la table, j'imagine. C'est toujours pareil avec ce genre de jeu très porté sur la DA. Toujours très frustrant pour le MJ qui est plongé dans ce bouquin avec un effort colossal qui est mis sur la maquette, les illustrations, etc. Et les joueurs qui peuvent difficilement en profiter. Et donc, c'est le genre de goodies qui permet de faire partager l'ADA à la table pendant la session. Donc, c'est toujours très agréable d'avoir ça autour d'une table pour les jeux qui ont comme ça une grosse puissance graphique, je trouve. Ouais, non, ça c'est clair, c'est un super plus à la table. Puis bon, c'est vrai que t'es dans l'univers, t'as essayé de pimper un peu ta table et tu sors ton deck de 52 cartes avec des cartes à carreaux. Bon, c'est un peu. T'es là, genre. Bon. Sinon, après, t'as l'écran. L'écran, c'est 25 euros. C'est un écran. Je crois que c'est un 3 panneaux. Horizontal avec une belle illustration. Au début, je n'étais pas fan, mais finalement, je m'y suis fait. Je la trouve sympa. Que bien fait à l'intérieur, qui est pas indispensable, mais qui est quand même bien fait. Un peu cher, je trouve, 25 balles. Et il y a une carte recto verso en beau papier du Nord et de Uppsala. Bon, il n'y a pas de feuille de personnage en papier sympa. Il n'y a pas de scénario. Bon, ça, je trouve ça un peu cher, mais ça reste, ça va. Ensuite, je crois que c'est tout pour la gamme française. Pour la gamme française, c'est tout, ouais. Il y a juste une petite chose qu'il faut qu'on précise, c'est qu'ils ont sorti, alors je suis en train de vérifier tout de suite. Des scénarios en accès libre ? Ouais, il y a 2 scénarios en accès libre gratuitement qui ont été rajoutés et offerts par Arcane. Il y a la chandelle du luneux et l'escarboucle de Vésontio. Et qui sont des mystères qui ont été écrits et publiés par Arcane. Et voilà, ça c'est vraiment c'est très cool de leur part, c'est gratuit, vous pouvez trouver sur leur site. Et du coup, il y a un kit de démarrage, un kit d'essai gratos avec ou pas ? Tu peux les tester sans payer le jeu ? Je crois pas, non, je crois pas qu'il y ait le kit de démarrage, il n'y a pas les règles, il faut avoir le bouquin. Ah, c'est un défaut. Ouais, attends, je vérifie. Non, il n'y a pas. Voilà. Ensuite, on vous parle de la gamme qui va arriver, qui est sortie en anglais et qui va être traduit. Ils avaient annoncé qu'ils faisaient suivi de gamme par Arcane. Donc, vous avez la Irlande, la Bretagne mythique et l'Irlande, qui a un supplément de jeu avec 3 scénarios sur la Bretagne mythique. Donc ça a l'air très sympa. Vous avez un bouquin autour des saisons avec 4 scénarios, un peu comme l'inavouable secret, mais qui se déroule du coup en Bretagne avec 4 scénarios qui chacun se passe à une saison différente. Et pareil, très belles illustrations. Le bouquin, c'est ces bouquins-là qui ont eu un super retour sur Kickstarter. Et très récemment, est sorti genre un sur... mois à peu près. Ouais, il y a un mois à peu près. Est sorti sur Free League un nouveau supplément VSN qui s'appelle The Lost Mountain Saga, donc la saga de la montagne perdue, et qui est une vraie campagne de 5 scénarios ambitieux. Pareil, la couverture est magnifique. J'ai super hâte que le jeu sorte, que cette extension sorte. Et pour celui d'avant, c'est Seasons of Mystery. C'est
les saisons des mystères. Et vraiment, c'est la gamme, voilà. C'est ce qui manque, c'est ce qui va être traduit normalement par Arcane en suivant. Donc si jamais tu devais conseiller des indispensables à avoir pour tester à moindre frais, tout en ayant l'expérience pure VSN, ce serait quoi, Antoine ? Alors, de base, tu es obligé d'avoir le livre de base. Voilà, on va être simple, il faut le livre de base, donc c'est ça. J'aurais dit, tu m'aurais demandé il y a 20 minutes, je t'aurais dit, c'est dommage, mais il faut le livre de base et les inavouables secrets. Parce que pour moi, le livre de base, comme je dis, il manque d'un scénario sympa. Donc, et en fait, Arcane, ils ont été trop cool, ils ont donné 2 scénarios gratuits, 2 mystères gratuits. Donc je dirais que l'indispensable maintenant, à moindre coût, ça reste juste le livre de base. Et vous avez 2 nouveaux scénarios écrits par Arcane gratuitement dans leur téléchargement sur leur site. Et donc ça vous donne 3 scénarios, ce qui est très, très correct pour le livre de base. Et voilà, moi je vous comprends bien sûr, je vous conseillerais de prendre le supplément francophone et l'inavouable secret. Mais si vous deviez en prendre qu'un seul, ce serait le livre de base, avec les scénarios supplémentaires gratuits. C'est important de préciser que dans le supplément français, il n'y a qu'un seul scénario qui se définit lui-même comme un scénario d'introduction, et que les 200 pages, c'est exclusivement l'extension de règles avec les nouveaux personnages et de l'extension de lore. Et donc, il est quand même plutôt destiné à des gens qui voudraient prolonger l'expérience, là où l'inavouable secret, c'est vraiment des scénarios écrits plus ambitieux, comme tu disais, et qui sont vraiment dans ce que devrait être VSN pour toi en termes d'expérience de jeu, quoi. Oui, c'est sûr. Après, à noter quand même que les scénarios qui ont été offerts par Arcane sont des scénarios qui se passent... Enfin, il y en a un qui se passe en Alsace, enfin en France, vers Besançon, et un qui se passe dans le Nord mythique. Donc, voilà, il y a surtout la chandelle du luneux qui est jouable avec le livre de base. Donc, mais ça vous fait un scénario supplémentaire qui a l'air d'être un vrai scénario avec une créature sympa à découvrir. Donc voilà, merci encore Arcane pour ça. Ça change un peu la donne, c'est vraiment cool. Ben voilà. Hein. Eh ben super Antoine, écoute. Depuis le temps qu'on l'attendait cet épisode avec ce jeu là. Dingue quoi. Eh ben en conclusion, excellent jeu. Qu'est-ce qu'on fait Antoine le mois prochain ? Qu'est-ce qu'on sortira le 1er avril ? Voilà ce qu'on fait. Alors, j'espère qu'on n'a pas été trop beau, hein, vous nous direz, mais je pense que ça va. Là. Après, on est un peu fatigué. Le mois prochain, qu'est-ce qu'on fait ? Attends, mais c'est une bonne... Ah, mais si. Si, tu sais très bien. Je viens d'avoir l'illumination. Je sais ce qu'on fait le mois prochain. Ça, c'est le cerveau ralenti de la pleine nuit qui parle. Le mois prochain, il me semble que... Nous invitons quelqu'un sur le podcast et puis nous le laisserons parler pendant 2 heures et nous ferons... Ah oui, d'accord. Je pense que je vais prendre une craie, je vais dessiner un pentacle sur mon parquet et je vais invoquer Johan qui va sortir, tu sais... Johan, on invoque le Johan. J'invoque le Johan dans une flaque de sang, tu sais, il apparaît comme ça, tout pâle, tel un geekou qui sort, tu vois, de son antre. Et il va bien nous expliquer, du coup... son jeu du cœur, disons. Là, c'est même pas le jeu du cœur, hein. C'est lui qui a écrit le bouquin presque. Hein. Le mec était... Non, mais c'est un délire. C'est quand même trop drôle. C'est quand même exceptionnel. Enfin, on va vous présenter un jeu qui n'est pas encore sorti en français. Mais disons que le timing... alors, franchement, on y est pour rien du tout. C'est ça qui est bon. Mais sachez que le timing est légendaire et que... Non mais c'est vrai, le timing est juste dingue. Et que le podcast sortira juste avant une annonce, enfin l'arrivée sur peut-être le marché français. Enfin c'est vraiment, ça va être très très sympa. Et c'est un jeu très cool, donc vous verrez. On espère que ça aidera. Voilà, nous on est sympa, on fait des podcasts gratos, voilà. On dit pas sympa, on dit pigeon. On est gentil quoi, Des pigeons, on dit des pigeons. Des pigeons, ouais, non, mais on aime, c'est pas grave. On fait pas ça pour des la Yankees, connaissance. tu vois. On est des gros Yankees, nous. Aucun problème. Nous, on fait de la pub gratuite, super y a pas de Yankees. problème. Marchez-nous dessus, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, répondez à nos mails, par contre. Ça serait sympa, parce que, voilà, hein,
Je crois qu'il y en a envoyé un mail. J'espère qu'on aura la réponse avant l'enregistrement du podcast. Ça serait quand même cool. Mais on fera 100, tu sais. C'est pas grave, nous on fait avec des petits moyens, c'est pas un Ah, problème. j'avoue. Bon, après, tu vois, ça serait énorme que ils aient utilisé. Parce qu'il y a quand même Yoann qui a traduit le jeu à tout ce côté. Ils sont en mode genre, ah, mais c'est ma traduction, ça. Ah, je le vois tellement en train d'écouter ce que t'es en train de dire, en train de faire des syncopes. Ouais, le pauvre. Non, mais non. Moi, Yoann, voilà. Mais non, c'est Maître Yoann. Hein, c'est... Oui, Je oui, tu peux. l'apprenti, hein. Oui, maintenant tu baisses les yeux quand il approche. Ah, bah Et oui. tu lui dis, ah, s'il vous plaît, donnez-moi toutes vos connaissances. C'est ça. Et il ricane, tu sais. Et parce qu'il aspire tout ton argent, c'est ça qui le fait rire, je pense. Là, il a bien raison. Il a bien Longtemps, raison. il te dit, tu travailles pour moi. Ouais, c'est ça. Tu es mon ambassadeur. Bon, et ben écoutez, on espère que cet épisode vous a plu. Et puis voilà, on vous a bien teasé pour le prochain épisode. On vous donne pas le titre du jeu qu'on fera. On vous laisse dans le suspense. Et puis, On a signé un NDA. Allez, ciao!